Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bienvenue ici, dans ce magnifique lieu qu'est la Villa Fragonard, qui est ouvert pour l'occasion, qui est rarement ouvert, mais qui est ouvert aujourd'hui pour cette grande occasion. Professeur, merci de votre présence, et je voudrais aussi, bien sûr, saluer respectueusement M. Verlac, pour lequel j'ai à la fois beaucoup d'amitié, mais beaucoup d'estime et de respect, car il a été mon professeur, et en tout cas je garde toujours ces moments où j'étais en cours avec lui, avec Christophe Morel, avec Fabrice Dumont, avec Nicolas Fallet, enfin avec toute l'équipe qui... Vous allez lui laisser la parole. Voilà, après je lui laisse la parole pour dire s'il a des bons souvenirs ou mauvais, quand j'étais élève. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui, de vous mettre à disposition cette Villa Fragonard, de saluer la presse, et Nice Matin, que je remercie pour la présence et la couverture de cet événement. Saluer M. Zéry et Mme Zéry également, qui sont ici ce soir et avec qui nous étions il y a quelques heures en arrière, j'allais dire, au Palais des Congrès pour aussi un moment magnifique. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la présentation de votre ouvrage en version anglaise, Grâce du Moyen-Âge à la Belle Époque, édité par les éditions grassoises Richetti. Et j'en salue son patron, Monsieur Jean-Claude Junin, que je remercie aussi pour sa présence et pour avoir accepté et proposé, accepté et mis en œuvre et prendre tous ces risques ensemble. Et pour moi, c'est précieux, et c'est précieux aussi de lui exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour ces éditions. Nous avons eu le plaisir ensemble de faire une dédicace du livre en mai dernier chez Art et Livre. Je me souviens de ce moment et je suis heureux d'être de nouveau à vos côtés dans ce lieu si singulier pour la tenue de cette conférence. Il reste des places devant si vous voulez. N'hésitez pas, vous serez mieux installés. Si venez, je vous en prie. Votre ouvrage en soi est un événement important car il est le premier du genre. Il offre en effet une photographie de Grasse à une époque lointaine et il balaie l'histoire de notre cité sur une période particulièrement longue. Au fil des pages, le lecteur perçoit l'évolution de Grasse, dans sa construction d'abord, mais aussi d'un point de vue de son développement économique. On découvre dans votre ouvrage, tour à tour, l'essor de la ganterie, de la tannerie et des savonneries au XVIe siècle, suivi de celui de la parfumerie à partir du XVIIIe. Une activité qui va marquer le paysage du pays grassois avec le développement de terres dédiées à la culture florale et l'émergence d'usines à partir de la fin du XIXe siècle. Des usines qui, aujourd'hui, pour beaucoup, ne sont plus, mais dont on perçoit encore des signes, des traces, des vestiges, des cheminées, un certain nombre de choses qui ont marqué et qui marqueront ce paysage encore longtemps, avec ces cheminées de briques visibles sur l'ensemble du territoire. Avec cette traduction anglaise, cette belle histoire de Grasse va désormais être rendue accessible au plus grand nombre, notamment aux visiteurs qui chaque année viennent par milliers découvrir celle que l'on nomme la capitale mondiale des parfums. Et en plus, on pourra comme ça donner cet ouvrage à Linda White. En plus. Chers professeurs, soyez remerciés du travail de recherche que vous avez effectué, qui participe à la préservation et à la valorisation d'un passé commun, constitutif de l'identité grassoise et qui fait la fierté. Et si vous êtes si nombreux ce soir, c'est également parce que vous êtes fiers, nous sommes fiers, de cette particularité qui est Grasse, de cette force. C'est quelque chose qui est dans notre ADN, qui coule dans notre sang. Je l'ai senti l'autre jour quand M. Zéry parlait avec cet enthousiasme, cette passion de l'histoire de Jean-André Fragonard et cette histoire particulière qui était pas tellement connue et sur laquelle vous avez tant travaillé. Eh bien, cette même fierté, nous l'avons tous en nous. Et je vous remercie beaucoup d'être là ce soir à la Villa Fragonard. Merci.
Bien, je vous remercie, Monsieur le maire. Nous sommes très sensibles au fait que vous nous ayez permis d'utiliser pendant quelques instants cette Villa Fragonard que nous aimons beaucoup en tant que Grassois et dont Christian Zéry nous a parlé encore il y a juste quelques jours, à l'occasion de la publication de ce bel ouvrage sur les Fragonards de Grasse. Donc, nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver ici et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes heureux aussi de voir que vous soutenez notre action et donc ça nous encourage pour continuer, bien entendu, à l'avenir. Le cercle, je remercie toutes les personnes qui sont venues, notamment beaucoup de ceux qui sont dans d'autres associations culturelles, nos amis, n'est-ce pas, avec qui nous avons de temps en temps des relations, de plus en plus souvent sans doute, et c'est très bien ainsi. Je remercie toutes les personnes sans association qui sont venues aussi pour nous soutenir, parce que ça fait évidemment, ça nous permet là aussi, ça nous encourage là aussi. Je voudrais dire peut-être quelques mots sur comment on est venu à faire cet ouvrage, parce qu'en fait le cercle culturel du Pays de Grasse a porté au fond cet ouvrage dans la mesure où en plus l'idée est venue un peu collective, c'est-à-dire on a commencé par des conférences, on s'est dit dans nos conférences il faut qu'il y ait des sujets sur Grasse, puisque ça fait partie, comme disait Monsieur le maire, de notre ADN. Donc on a pris divers sujets sur Grasse et on m'a demandé, parce qu'on a dit, bon, il était professeur d'histoire, au fond, il n'a qu'à faire son travail, il n'a qu'à continuer. Donc, on m'a demandé, et c'est comme ça qu'on en est venu, une année, le Moyen-Âge, une autre année, l'Ancien Régime. Et puis ensuite, on m'a dit, ben alors maintenant, on peut le mettre par écrit, voilà. Et alors, on l'a mis par écrit, et le Cercle culturel a soutenu cette initiative, et on est allé voir M. Junin, les éditions Richetti, qui sont des éditions un peu particulières, puisque c'est des éditions qui permettent de produire quelques livres à la fois, de sorte que cette édition ne sera jamais épuisée, et on pourra toujours, n'est-ce pas, avoir des livres sur Grasse. C'est évidemment un très grand avantage. Bon. Et il y a aussi, dans cette association tout à fait remarquable du cercle culturel, il y a aussi des Anglais. Le Brexit n'a pas eu d'action sur le cercle culturel, enfin, pourvu qu'il n'en ait pas. Et donc, c'est ainsi qu'avec mon prédécesseur éminent, le professeur Cameron, on est arrivé à l'idée qu'on pouvait le traduire, voilà, en anglais. Mais, et donc le professeur a accepté, alors il a déjà participé à la lecture du livre en français, à sa correction, il a bien voulu redresser toutes les choses que je ne faisais pas comme il faut. Il a fait avec beaucoup de patience. Parfois, je refaisais plusieurs fois les mêmes erreurs, mais il ne s'est pas trop lassé, ça va. Donc, nous sommes arrivés à quelque chose dans lequel je pense, non pas grâce à moi, bien sûr, mais grâce à lui et puis aux autres correcteurs, car le cercle culturel a participé, Alain Bertus, Linda White, beaucoup ont participé, donc ça fait qu'on est arrivé à quelque chose qui était, où on a expurgé ce qui aurait pu faire scandale. Voilà, cette édition en anglais, nous espérons qu'on pourra la diffuser au musée de la parfumerie, à l'office de tourisme, voilà, bien entendu, si on ne fait pas ça, ça ne servira à rien, au musée Fragonard, voilà, c'est notre souhait, j'espère que ça va pouvoir se faire. Et bien sûr, dernier point, mais je m'arrêterai là, je donnerai la parole après au professeur Cameron. Nous travaillons aussi avec Profundi Riviera, et Profundi Riviera, l'association de culture italienne, est en train de traduire, alors c'est, ben oui, présentons la traductrice en italien, mais ça sera pour une autre fois, Viviane Raymond, voilà, de Profundi Riviera, et donc on espère dans un délai peut-être, je ne sais pas, on va lui dire de se dépêcher un peu, ou je sais pas, on n'est pas pressé, hein, mais on pourra, évidemment, il ne faut pas que ce soit tout de suite, parce que sinon, monsieur le maire ne nous reprêtera pas la Villa Fragonard. Donc il faut attendre encore un peu, et donc dans quelques temps, une année, bien, on pourra parler de la version italienne, on trouvera peut-être, voilà, bien. En tout cas, merci à vous. Merci encore, monsieur le maire, et je passe la parole au professeur Cameron.
Monsieur le maire, mesdames, messieurs, je suis vraiment très confus, vous le savez, d'être là ce soir. Parce que, en tant que Britannique, même si j'ai passé de ma vie 1 an sur 4 en France, et de ma vie d'adulte 1 sur 3 plutôt, je ne m'habitue pas à la proximité du maire. C'est-à-dire, il est très gentil, mais enfin, c'est pas cela. C'est-à-dire qu'il est partout. On le voit, on peut s'en approcher, on peut lui parler, et aussi, il s'intéresse à ce qui se passe. La preuve, c'est qu'il est là ce soir. Tandis que je suis habitué plutôt à un maire qui est élu pour une seule année, n'est-ce pas? Qui ne fait que changer, qui arrive, qui représente, et vraiment qui ne s'intéresse pas de la même façon à ce qui se passe. Tandis que là, vous êtes un modèle, n'est-ce pas, et votre prédécesseur également, parce que j'ai passé 9 ans de mon existence à Grasse, alors je les connais, je vous connais tous les deux. Alors cela, c'est ça quelque chose de vraiment très important, et quelque chose que j'apprécie. Bon, alors, pour ce livre, n'est-ce pas, vous savez que j'en suis seulement là, je suis très confus, parce que on me demande de vous parler, tandis que ce n'est pas moi l'auteur du livre, c'est moi qui l'ai traduit, n'est-ce pas? Et comme on dit, j'ai une citation pour soutenir ce que je vais dire, le traducteur est un complice de l'auteur, n'est-ce pas? Mais tout le mérite du livre doit revenir à M. Verlac. Robert Verlac a beaucoup travaillé, et j'aime beaucoup son livre, enfin, on va y revenir. Parce que c'est un livre qui est digne d'un professeur d'histoire et du président du centre, du cercle culturel du Pays de Grasse. Et je suis très content que ce soit lui qui m'ait succédé, n'est-ce pas, en tant que président. Ce livre, comme monsieur le maire l'a laissé entendre, n'est-ce pas, ça remplit une lacune. Ce qui manquait à Grasse, c'était ce que les Anglais appellent une potted history. Alors, si vous voulez le traduire, c'est fait histoire empotée. Alors, ça rend pas très bien, n'est-ce pas? C'est l'histoire en raccourci. Pour que nous, je me mets parmi, quand vous parlez, tous ceux dont je vais parler, pour nous, quand il y a trop de détails, on retient très peu, n'est-ce pas? Tandis que la plupart d'entre nous, ce dont nous avons besoin, c'est le point de vue d'un oiseau, n'est-ce pas? Un vol d'oiseau sur toute une période. Et c'est le mérite de ce petit livre, que en combien de pages? Presque 200? Non, 130. 130 pages, oui. Ça me paraissait plus long. Il a su condenser une dizaine de siècles. C'est très bien. Et je vais vous dire aussi qu'il y a un autre volume qui est en cours, de 90 pages, 100 pages, qui va parler de Grasse au XXe siècle. Et il est très très bien. Enfin, alors, pour condenser cette histoire en 130 pages, c'est un travail très difficile, mais en ce cas, il me semble qu'il est un travail bien réussi. Alors, aussi pour reprendre, un des problèmes que c'est quand on part en troisième position, les deux autres, d'habitude, ont déjà dit ce qu'on va dire. Mais enfin, alors je reviens sur certains éléments de ce qui a été dit précédemment. Grasse est une ville qui m'intéresse. Comme je vous ai dit, c'est ma ville d'adoption pendant 9 ans. Et c'est une ville pour laquelle je sens beaucoup d'affection parce que c'est une ville, peut-être pour la première fois, où je sentais que je faisais partie de la population. J'ai habité à Exeter pendant plus d'une trentaine d'années auparavant, et j'étais un peu à l'extérieur. Tout est à Grasse pour des raisons sans doute des associations et de la vie associative de la ville. Je sentais que j'en faisais partie. Alors, Grasse pour moi, c'est une ville, et ça se voit dans ce livre, une ville démocratique. Et démocratique d'assez de bonheur, n'est-ce pas, dans son histoire.
Et aussi, c'est une ville qui, grâce à son travail et à son ingéniosité, son esprit de découverte, n'est-ce pas, a prospéré. Et a fait de sorte une petite ville, parce que vraiment, c'est une petite ville, par les critères d'aujourd'hui en tout cas, mais c'est une ville qui est devenue célèbre partout dans le monde, n'est-ce pas, et aussi célèbre depuis assez longtemps. D'abord pour ses produits liés à l'olive et au cuir, ensuite au parfum et à l'essence des fleurs. Aussi, la ville, si je comprends bien, a bien montré son indépendance politique et a joué un rôle important dans le développement économique et administratif de la région. Voilà. Alors ça, c'est un livre qui mérite d'être lu et qui aussi qui nous parle de quelque chose qui nous concerne tous. Mais pourquoi le traduire? Je crois qu'on le dit, que si on l'aime ou non, l'anglais est devenu une langue internationale. Et il se peut qu'il y ait plus de touristes anglophones qui ne soient pas anglais, qui viennent à Grasse tous les ans, peut-être que de Français. On ne sait pas, il est très difficile de recenser ce genre de choses. Mais partout, tous ces Asiatiques que nous voyons, à Nice et dans la région, et ils sont très très nombreux, la langue qu'ils parlent d'abord, c'est l'anglais. Et alors, entre eux aussi, quand un Asiatique, quand il rencontre un Espagnol, il parle anglais. Alors, si on veut que la renommée de cette belle ville soit répandue partout, il faut que ce livre soit traduit en anglais. Bon. Alors, aussi, c'est parce que nombreux partout sont ceux qui ont entendu parler de Grasse, de Cannes et de Nice. Mais Grasse est, me semble-t-il, la seule de ces villes qui soit connue à cause de ses produits, plutôt qu'à cause du soleil, de son festival ou de ses scandales. Enfin, c'est qui est connu pour ses produits, ses parfums, ses cuirs, partout. C'est très bien. Bon, alors, ce que je viens de dire, explique pourquoi j'ai été d'accord pour traduire la Bible. Et maintenant, je voudrais simplement passer quelques minutes sur comment traduire. Parce que, en fin de compte, je ne suis pas très content de ma propre traduction. Enfin, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Tout traducteur trahit. C'est quelqu'un qui est il se sent un traître, n'est-ce pas? Parce que d'habitude, on va traduire un livre de satire qui est bien écrit, où le style vous émeut. Aussi, ouais, celui-ci, le problème, c'est qu'il a un sens d'humour. Alors ça aussi, il n'est pas facile, n'est-ce pas, de le traduire, ni de le saisir. Alors, là encore, je vais vous donner une petite citation. Si le traducteur fait son travail comme il le doit, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Sinon, un authentique ennemi public. Alors, malheureusement, je me sens peut-être un peu plus près d'un ennemi public que d'un sauveur de l'humanité. Enfin, je vous laisse juger. Et aussi, ce que a dit Paul Valéry, traduire, c'est produire avec des moyens différents des effets analogues. C'est ça qui est de reproduire le style de l'original, du livre lui-même. Parce qu'il faut essayer de reprendre le style de l'auteur. C'est pas moi qui écris le livre, c'est lui. Alors tout ce que je suis, c'est que je suis un intermédiaire entre lui et un nouveau public. Toutes les idées viennent de lui. Moi, c'est tout ce que je fais. J'essaie de les mettre dans une autre langue. Et là, ça c'est un problème. Parce que ce serait peut-être mieux si je n'avais pas vécu aussi longtemps en France et si ma connaissance du français n'était pas aussi bonne.
Non, mais faut pas me méprendre là-dessus. C'est parce que, au bout d'un certain temps, on entend une expression, et on se, en anglais, en français, et on la traduit. Et sans se rendre compte, on la traduit mot à mot. Il y a une fixation, une mesmérisation des mots. Et on a peur d'être soi-même, n'est-ce pas? On veut respecter l'original. Et le résultat, c'est qu'on peut faire une traduction qui est plutôt du franglais que de l'anglais. Alors c'est aussi dans un livre de ce genre où on parle du Moyen-Âge, il y a des termes qui ont disparu, dans le sens qu'on ne parle plus de sénéchaussée, on ne parle plus de bailli, et c'est toujours assez intéressant de voir que sénéchaussée, c'est dans le Midi, et bailli, c'est plus ou moins la même chose, mais dans le Nord. Mais traduire ça en anglais, on arrive à traduire ça par bailiwick. Alors un bailiwick, il y a très peu d'anglais qui en ont entendu parler, et encore moins qui savent exactement ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Alors il faut donner un peu d'explication dans votre texte pour que le lecteur de nos jours, et aussi quelqu'un qui vient je ne sais pas, de Beijing Sud, puisse suivre tout de même l'argument qui est en jeu d'être développé. Alors c'est un problème de néologisme, mais enfin, pas vraiment de néologisme, mais de mots du passé qui ressemblent à des néologismes. Alors aussi, il y a ce qu'il va faire, c'est qu'il faut essayer de chercher à retrouver le style de l'original. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bon, ce que j'ai fait, j'ai traduit ce livre, et après, je l'ai relu. Et en le relisant, j'ai changé un mot par-ci, un mot par-là, pour que ça se lise plus facilement. Et aussi influencé par cette manie des Français de ne pas répéter le même mot plus d'une fois dans la phrase, n'est-ce pas? Alors ça m'a jamais fait peur auparavant. Mais là, je m'en suis tenu compte, et là, je suis tombé dans le piège, n'est-ce pas? Parce que dans ce livre, c'est dans la première édition, en tout cas, si vous faites attention, vous allez voir que j'ai fait une grande bévue. Et c'est le voisin de M. Verlac qui nous l'a signalé. C'est-à-dire, en le relisant, moi-même, il s'agissait de meurtre. Et alors, j'avais traduit meurtre et meurti. Et j'avais traduit meurtre parce que comme j'avais dit myrtle partout, j'ai décidé de mettre blueberry. Alors, parce que c'était un blueberry. Bon, alors ça allait. J'avais laissé les deux mots. Mais en relisant le texte, j'ai vu, mais on n'écrit pas blueberry de cette façon, n'est-ce pas? Il faut mettre ça comme un seul mot. Alors je l'ai mis ensemble. Et blueberry, quand le blue est avec le berry, ensemble, ça veut dire myrtille. Enfin, j'espère que vous n'allez pas le remarquer. Mais enfin, je vous dis, mais c'est ça, un des problèmes, n'est-ce pas, qui existe quand on traduit. Et qu'on relit le texte après pour le moderniser, si on veut, ou le dégaucheriser, si vous voulez. C'est ça. Enfin, personne n'est parfait, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de l'être. Enfin, c'est un livre, Monsieur Verlac, je vous félicite d'avoir écrit. Je vous le recommande. Et aussi, d'un côté, je vous recommande aussi la version anglaise. Mais si vous le pouvez, lisez aussi la version française. Je vous remercie.